Salut l'équipe, l'actualité de ces dernières semaines, la NBA à Paris, Kobe Bryant, la trade deadline ou encore la libération de Patrick Balkany nous a presque fait oublier l'une des attentes principales de cette saison, les grands débuts NBA de Zion Williamson. Une attente longue, un petit peu comme attendre que le PSG passe un quart de finale de Ligue des Champions ou que les Kings se qualifient pour un tour de play-off. Heureusement pour moi, mon attente a pris fin le 23 janvier dernier. Et je n'ai pas été déçu. Le drapeau à damier à peine agité pour lancer la carrière de Zion Williamson, que l'ancien de Duke a déjà mis les pleins gaz. Attention quand même, quelques erreurs au stand pour ne pas cramer un moteur puissant mais qui a encore besoin de rodage. Le poleman de la dernière draft assure, prions vraiment, pour qu'il ne croise pas le Romain Grosjean de la NBA. Pendant que les Lakers jouent grand tonton, que les Rockets jouent mini pouce, les Pelicans, eux, innovent encore plus et jouent mutant. Alors jouer mutant, c'est jouer grand, costaud, rapide et surtout très très haut à la fois. Tout ça grâce à Zion. Alors oui, Zion Williamson est un mutant, mais il serait réducteur après 9 matchs de le réduire simplement à un mutant, car il est aussi un excellent basketteur et c'est peut-être bien ça le plus inquiétant pour la suite. Reach my peak. Yeah. Bring a diamond around me. It's a Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas prononcé cette phrase, quasiment 3 semaines. Et oui, l'actu NBA a fait en sorte qu'on a fait sauter des First Day Show, mais on est bien content de vous retrouver pour notre émission, le fameux First Day Show, notre classique sur la chaîne First Team. Avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, il est beau, il est sexy, il est saignant. Comment ça va Thomas ? Ça va impeccable, écoute, je suis ravi, ça fait très longtemps, oui, c'est évidemment un hommage à Beyoncé. Non, mais c'est vrai qu'on est content, ça fait tellement longtemps on s'est pas retrouvé dans ce petit plateau. Alors oui, il y a du vent, il fait parfois moche, mais on est content d'être pardon, 1, 2, 3, on est content d'être ensemble. C'est bien dans le bon ordre. Et oui, ensemble, c'est forcément content. Arthur, le toujours sexy, mais toujours marié. Je suis pas marié. Non, on n'est pas censé le dire normalement à l'antenne. Comment ça va mon tutur ? Ça va et toi ? Alors, la dernière fois qu'on t'a vu là, c'était pour rendre hommage à Kobe Bryant lors d'une vidéo qui a beaucoup marché et on voulait vraiment vous remercier pour vos retours. Donc on te retrouve comme d'habitude sur le First Day Show avec plein d'anecdotes. Tout va bien mon grand ? Ouais, ça va super. Content de vous retrouver aussi. La dernière fois c'était pour des circonstances un petit peu particulières, donc ça fait toujours plaisir de revenir. T'étais à Los Angeles il y a pas longtemps en plus encore, non ? Ouais. Ou c'était juste avant Juste avant. C'était juste avant. Au programme, donc on va parler, on va aller sur les news. Il y a la mauvaise nouvelle pour Damian Lillard qui ne fera pas le All-Star Game. On va revenir sur toutes les premières des nouveaux joueurs qui ont été transférés lors de la trade deadline et c'est plutôt réussi pour nos amis sur leur nouvelle couleur. Et on parlera aussi sauf quand il faut parler de victoire. De Timothée. On ira évidemment parce que ça fait 3 semaines qu'on va en parler, mais des grands débuts de Zion. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a maintenant un échantillon quasiment on a 9 matchs pour faire un échantillon, donc on fera un grand débat sur Zion Williamson, début réussi ou pas. Donc quand même pas mal de choses pour dire que c'est plutôt réussi. On ira sur les Toronto Raptors, le champion en titre dont on ne parle pas assez vraiment et qui réussit une saison incroyable, 15 victoires d'affilée jusqu'à hier soir évidemment. Sinon c'est pas drôle. Voilà, sinon, c'est pas drôle. Clair. Il n'empêche, les Raptors nous régalent et on fera un focus sur ni plus ni moins avec les champions en titre et qui ne veulent pas en tout cas lâcher leur bague comme ça. Et on finira comme d'habitude avec le quiz en passant évidemment par les paris. Paris en sport, on est prêts les amis ? On est prêts. Allez, c'est parti pour les news. 4 seconds, down to 3. Harden steps back, fires, that's the game. Le All-Star Game, c'est ce week-end, pardon, et Arthur, ça sera sans Damian Lillard, malheureusement. Ouais, très déçu personnellement, parce que c'est un joueur que j'adore. Et puis, surtout, c'est un joueur qui est hyper clivant. Il allait faire le concours à 3 points, hyper spectaculaire. On a envie de le voir se mesurer aux autres joueurs, donc assez déçu. Et puis, pour son équipe, ils étaient, je crois, à la 9e place. 3 ou 4 défaites derrière les Pelicans. Les Grizzlies. Derrière les Grizzlies, excuse-moi. Et puis, ça va être un petit peu compliqué, donc il faut
qu'on voit un petit peu combien de temps ça va prendre sa blessure à l'aine. Il passe une IRM, je crois. Ouais, on sait pas encore. Du coup, ce qui est dommage, c'est qu'il se blesse face à Memphis. Il jouait à domicile, les Blazers. Et qui perdent en plus. Ils perdent absolument son 104 et c'est des blessures un peu inquiétantes parce que en fonction effectivement de l'IRM, ça peut être quelques jours jusqu'à je sais pas quelques semaines. Tu pourras en parler plus que moi, mais en tout cas, c'est des blessures qui peuvent te tenir éloigné des terrains. Après, l'avantage quelque part, c'est que pendant le All-Star Weekend, t'as du temps pour te reposer. Alors à voir s'il sera à Chicago pour le All-Star Weekend, sachant que il devait chanter aussi, donc c'était parmi les petits plaisirs de ce week-end-là. Oui, rapper, oui, en tout cas, il est. Voilà. Parler dans un micro fort. Performance vocale. Victor Oladipo chante, on se souvient. Oui. Ouais. Damien Lillard rappe. Oui, tout à fait. Faire une différence. Ah oui, très important. Du Et coup, pas mal. voilà, belle émission en tout cas. Hein. Non, mais on a surtout l'impression que c'est arrivé, la décision a été prise très rapidement après le match. On a surtout l'impression que Portland ne veut prendre aucun risque. On sait qu'avec une blessure un petit peu moyenne, longue durée de Lillard, les playoffs, c'est terminé pour nos amis de Portland, qui cravachent dur. Et pour les playoffs, donc on la joue plutôt safe côté Portland. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du match, Damien Lillard a fait un petit peu de lobbying pour notre ami Devin Booker. J'espère que ça sera quelqu'un qui aurait dû en être et qui n'avait pas été retenu. Même si malheureusement c'est moi qu'il faut remplacer. Espérons qu'un gars comme Devin Booker récupère la place. Ça, c'est très NBA quand même de mettre un peu ses gars en avant. Shout out to my guy. Il met ses gars en avant et puis c'est on clair. peut comprendre, lui c'est un ancien frustré des sélections du All-Star. Il y a 1 ou 2 saisons, on se rappelle, où il était vraiment dégoûté de ne pas avoir été pris, snobé, on peut le dire parce qu'il avait des super stats. Et je pense qu'il s'est un petit peu reconnu dans les différentes déclarations, quoique très classe, de Devin Booker. Et donc voilà, il pousse son gars et puis ça serait mérité si c'était Devin Booker à l'Ouest. Ouais, lui ou DeRozan. Ou DeRozan. Jamorant. Mais bon. Tout est désigné pour que ce soit lui. Hein. Je pense vraiment que ce soit Devin Booker. D'ailleurs, il a dit qu'il était très content d'avoir qu'on parle de lui, que Damien Lillard, un mec qui respecte, parle de lui. Et ça me paraît évident. L'avantage, c'est qu'on saura dès aujourd'hui, je pense, parce que le Star Weekend, c'est ce week-end. Ça commence demain, quoi. Ça commence demain et jeudi, ouais. Ça commence demain. Il y en a pour qui ça a commencé cette semaine, c'est-à-dire c'est leur nouvelle aventure sur des nouveaux maillots. On en a choisi 4. Dédé Drummond, D'Angelo Russell, Iguodala, Wiggins. Alors le premier à avoir signé dans sa nouvelle équipe, c'est André Iguodala. On va pas revenir sur ses choix de pas aller à Memphis, on a déjà fait le tour. En tout cas, il n'empêche que le triple champion NBA avec les Warriors se retrouve sous le maillot du 8 et qu'il a fait des débuts, on va dire, logiques pour un mec qui n'a pas joué quasiment depuis 7-8 mois. Il sort du banc. C'était la première information. On pouvait se poser la question, pas nous, mais en tout cas, on pouvait savoir quelle serait sa place dans la rotation. On l'imagine. Après, on verra peut-être. Est-ce que ça peut évoluer d'ailleurs on verra en play-off. En attendant, c'était important de voir quel serait son rôle dans la rotation. Donc, un joueur à 20 minutes de moyenne, c'est quand même important et impactant. Alors, évidemment, on l'attend pas à 10 points par match. On l'attend défensivement, on l'attend dans le jeu, dans la proposition, création un peu pour les autres. C'est ce qu'il fait avec des résultats. Malheureusement, ils font 1-2 seulement depuis qu'il est arrivé. Et donc, puis surtout, on n'est pas hyper pressé, je pense, du côté de Miami. L'objectif, c'est les playoffs, clairement, apporter une rotation en défense, aider à souffler Jimmy Butler. On sait que ça a été son rôle durant toutes ces dernières années du côté de Golden State. Donc voilà, on s'attend pas à ce qu'il mette 15 ou 20 points par match. S'il le fait de temps en temps, ça sera que du bonus. Et puis un joueur de devoir, on connaît. Avec ces joueurs-là, qui ont cette énorme expérience et qui peuvent défendre, on sait que ce qui va être important, comme vous le dites, en play-off, c'est de les mettre sur des moments clés du match, quand il va falloir s'envoyer sur des forts joueurs en face. On pense à des Giannis, on pense à des Siakam, à des Tatum éventuellement, des Jalen Brown. Donc on sait qu'il va avoir des missions comme ça. Et puis surtout, à l'image d'un Robert Torrey qui faisait pas des saisons régulières incroyables, on sait que ce mec-là, demande à LeBron, il est capable quand même de mettre aussi des tirs importants. Donc voilà, il est là pour ça. Donc les stats, c'est bien de voir. Finalement, ça forme aussi parce que la stat la plus récente, exactement, c'est les minutes. Tout à fait. C'est de voir que petit à petit, on lui donne de plus en plus. Et son rythme aussi. Pour qu'il s'y mette. Voilà, pour qu'il retrouve son rythme de match et qu'il soit surtout prêt pour les playoffs. Maintenant qu'il mette 9 points ou 4 points, je pense pas qu'il le fasse venir pour ça quand on voit à Miami que les mecs, ils n'ont pas besoin d'une autre pièce évidemment pour marquer des paniers. Exactement. Même si on sait qu'il est capable de mettre des énormes tirs. On enchaîne avec la plus grosse surprise de la dernière trade deadline, c'est notre ami Dédé Drummond, envoyé un petit peu comme un mal-aimé, pour pas dire autre chose. Contre rien du tout. Avec un bon seum aussi, un bon seum contre Détroit, la franchise de Détroit. Contre un joueur de promo région et une Renault 19 à 200 000 bornes diesel. Il peut plus rouler dans Paris en plus. C'est ça. Donc 2 matchs pour notre ami Dédé Drummond qui fait du Dédé Drummond. Beaucoup de rebonds, effectivement, de la présence. Alors ce qui est marrant, et hier je regardais le Hawks Cavs hier soir, donc en fait on se retrouve... Ça c'est son premier match. Son premier match, tout à fait, avec une belle victoire, une défaite de 40 contre les Clippers, mais
mais je pensais au match d'hier. Lui est donc pivot titulaire, donc un des meilleurs pivots de la conférence Est, d'accord. Clairement. Et derrière lui, il y a Tristan Thompson, donc qui a été sorti du 5 et qui est à 27 et 11, dont 3 points hier. En fait, quand je pense à toute la conférence Est, hormis Philadelphie avec Joel Embiid et Al Horford, c'est eux qui ont les 2 meilleurs pivots de toute la conf. Sachant que t'as aussi Larry Nance Jr. et Kevin Love, t'as un super jeu intérieur. Et en playoff, mauvais devant le ballon. Non mais c'est marrant quoi, tu vois. Je te retrouve avec un jeu, un secteur intérieur hyper fourni. Non, c'est clair. Bah, on peut comprendre sa frustration au vu de ce qui a été envoyé de l'autre côté à Détroit. Après, sur les matchs, bah, on voit qu'au niveau des stats, c'est plutôt similaire. Ça, c'est pas quelque chose. On connaît ses qualités. Il va pas mettre 25 points par match. On l'attend à faire son double chaque soir et puis à essayer d'avoir peut-être un petit peu plus d'impact parce qu'on sait que c'est un joueur qui a besoin d'un petit peu d'être coucouné, qu'on lui donne de l'attention pour pouvoir être performant, donc pour pouvoir passer ce petit cap. Donc j'espère que ça le fera du côté de Cleveland et puis en voilà. attendant, les rumeurs disent qu'il pourrait prendre sa player option l'année prochaine à 27 millions. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. S'il y a des rumeurs comme ça qui sortent, c'est-à-dire qu'à mon avis, ces agents, ils ont dû sonder et qu'il n'y a pas grand monde, à mon avis, qui a envie de se mettre sur le marché et de lui filer un énorme contrat. La preuve, son trade. Ouais, la preuve, c'est que sa valeur, elle est. Son trade, plus de se dire, bon, je vais peut-être prendre un player option à 27 millions. Ça veut dire que les équipes, ils ont dit, ok, non, en fait, c'est cool de l'avoir, mais en tout cas, pas pour être une première ou une deuxième option avec un contrat max. Donc, écoute, vous le voyez s'installer à Cleveland? Bah, impossible à dire. Ouais, vraiment, au feeling, hein, des fois. Ah. C'est tellement surprenant là, ces dernières années que je sais pas. Ok, ouais, je sais pas. On enchaîne avec. Dites-nous dans les commentaires si vous imaginez, pourquoi pas des dires du monde se relancer complètement chez les Cavs et devenir encore un star et qui fasse partie du renouveau de cette belle franchise que sont les Cleveland Cavaliers. On enchaîne avec D'Angelo Russell qui aura pas fait de vieux os en Californie du côté des Golden State Warriors. Le voilà arrivé dans le Minnesota chez les Timberwolves avec son pote Karl Anthony Towns. On est content pour lui, on a l'impression, on est content aussi pour les Timberwolves et ça se voit sur le terrain. Alors 2 défaites certes, mais notre ami n'a pas mis trop longtemps à trouver ses marques individuelles. J'ai aimé l'accueil, moi, de Karl Anthony Towns. Ils sont vraiment potes. Hein. Ils sont vraiment potes, ça fait longtemps qu'ils se cherchaient. Voilà, on sait que les joueurs, ils ont de plus en plus tendance à faire ça. Bah ouais, hein, écoute, de toute façon, c'est un joueur qui est tellement fort sur le pick and roll, en lecture, à droit. On n'avait pas vraiment de doute sur ses performances individuelles. Après, va falloir qu'on voit ce que ça donne sur le collectif. Je crois que Karl Anthony Towns s'était blessé. Ouais, il a pas joué il est blessé au poignet. Donc écoute, laissons-leur un peu de temps pour voir ce que ça donne collectivement. En tout cas, individuellement, hier, il a fait un super match. Même s'il n'y a pas une superbe adresse dans le jeu, il a été très bon. Donc voilà, hein, écoute, on verra. Hein, mais c'est plutôt pas mal. Moi, je suis pas hyper emballé. Alors j'aime cette idée des jeunes joueurs futurs superstars de la ligue, les potes qui jouent ensemble et tout. Moi, je pense qu'il leur manque tous les ingrédients pour devenir un jour une super équipe. Évidemment, on va pas les juger sur cette fin de saison. Ça se passera dès l'année prochaine. Un training camp, des choses en place. Beaucoup de nouveaux joueurs d'ailleurs dans cette équipe. Donc il y a rien à juger aujourd'hui. Mais moi, j'y crois pas du tout. Parce que ces 2 mecs du même profil, je l'ai beaucoup dit pendant le live, donc des hyper talentueux, hyper shooters, hyper bons passeurs. Il manque la défense, le côté leadership, du caractère. Du caractère, que des trucs qui t'amènent vers le très haut niveau. Je les enterre pas, mais je dis que j'y crois pas en tout cas pour la suite. En tout cas pour devenir une top méga équipe. Ouais. Puis surtout ça, gros. Des vétérans, de caractère. Voilà, ça peut. Ouais, mais quand tes 2 stars ne sont pas comme ça, une des 2, bon là. C'est des terres rampantes, tu l'aimes bien hein, pour les 2. Hein. Terres rampantes. Après, tu vois, quand on voit Curry qui est un peu sur profil un peu soft et tout, à côté, il y avait Klay Thompson qui met la tête. Ouais, ou Draymond Green, voilà, il faut des mecs à côté. Si t'en as qu'un, ça va. Hein. Très bien. Si tes 2 meilleurs joueurs, c'est ça. Juste pour rester sur Minnesota, Malik Beasley fait des débuts tonitruants avec les Timberwolves. Andrew Wiggins, alors lui qui a fait le chemin inverse, donc il était temps qu'il s'en aille lui de Minnesota. Il arrive chez les Warriors, alors dans l'état actuel des Warriors, à part le remettre en confiance et lui filer des minutes et des tirs, et c'est ce qu'il fait, 24 points, 18 points, 27 points, donc ça va le remettre un petit peu en confiance, prendre ses marques dans une équipe où Klay Thompson et Stephen Curry sont encore blessés. Voilà, 3 défaites, évidemment, on sait que les Warriors ont fait une croix quasiment sur cette saison. Maintenant, c'est qu'ils prennent ses marques dans cette équipe-là et qu'ils soient finalement la 3e option offensive, à voir avec Draymond Green, mais qui est plus dans de la création, pour notre ami Andrew Wiggins. Toi, t'aimes bien ce trade là, vite fait, quand tu y penses, t'as aimé t'es arrivé aux Warriors
il manquait un poste 3 du côté des Warriors. Donc voilà, si on parle d'un point de vue comptable, c'est pas mal. Après, c'est un joueur, moi franchement, j'ai vraiment du mal avec lui. Voilà, comme on disait par rapport à Minnesota, manque de caractère. Il était hyper hypé parce que je crois que les gens ont un peu oublié en 2014. C'est vrai qu'on a déjà oublié. Quand il est drafté, il y a le nouveau LeBron. Michael Jordan. Combien Non, c'était Michael Jordan. LeBron, non. Je crois on en a beaucoup parlé. Tout le monde disait c'était le Parce qu'au meilleur. lycée. C'était au lycée, c'était un truc de ouf la hype qu'il avait autour de lui. Et puis voilà, il fait une bonne première saison, il est rookie de l'année. Mais bon après, voilà, on a vu que ça n'a pas été leader et Minnesota met tout de suite le paquet sur Karl Anthony Towns. Et voilà, on a vu qu'il n'y avait pas de répondant. Il y a l'histoire avec aussi Jimmy Butler. Donc bon, voilà. Après ils le prennent, je pense que les Warriors le prennent, pas du tout pour lui filer les mêmes responsabilités bien qu'il sûr. a voulu lui. C'est pour ça que ça peut marcher. C'est pour ça que ça peut marcher en fait. C'est le joueur. Moi, je comprends tous les doutes et nous, on l'a vu jouer en live aux États-Unis et honnêtement, j'avais trouvé l'attitude, mais pas du tout positif. Il dégageait pas quelque chose de cool pour une équipe avec le rôle qu'il était censé avoir d'être un leader. Maintenant, avec des mecs qui ont déjà gagné, un Draymond Green qui aime bien te pousser quand même dans tes retranchements pour tirer le meilleur de toi, et puis surtout, il va être un peu comme des Harrison Barnes avait été en début de cycle des Warriors et Iguodala. Donc moi, ça va pas lui faire du mal effectivement d'avoir une équipe. Et puis ça va lui le costume de leader, il est trop grand pour lui. Donc du coup, ça va peut-être que ce nouveau rôle va lui aller à la perfection. C'est très bien pour lui, c'est très bien pour les Warriors parce qu'il est quand même jeune, il est très athlétique. Donc tu peux le faire défendre si tu arrives à lui mettre le bon état d'esprit. Il va progresser. Il va progresser encore plus au contact des fous furieux. Il va progresser dans l'adresse et surtout là, il a 2 mois pour se familiariser avec un système qui est hyper établi en NBA dans lequel il va pouvoir s'éclater. Imagine les backdoors, les tirs dans le corner qu'il va avoir, les petites coupes. Il va même un peu avoir la balle dans les mains, même si c'est pas ce qu'on lui demandera. Mais en bout de chaîne, ça peut être très intéressant. Et vraiment, ils mettent un bon joueur, sans dire un grand joueur, un bon joueur sur un poste hyper intéressant, le poste 3 de NBA. Donc il pourra affronter tous les meilleurs joueurs de la Ligue. Parfait, tous les meilleurs joueurs de la Ligue, on en a vu pas mal cette semaine dans la liste. 44 en tout. Dans la liste de Team USA, 44 joueurs. Alors on sait tout le temps que les premières listes sont assez fleuves comme ça. Mais surtout, ce qui nous a surpris, c'est de voir LeBron James et Kevin Durant. Alors Kevin Durant qui va pas jouer de la saison, qui va pas jouer de la saison. Et LeBron James, alors, il est toujours au top. On le voit encore hier, il a fait un triple-double monstrueux. Mais c'est surtout qu'on avait l'impression que l'histoire entre Team USA et LeBron James, elle était finie, mais dans de bonnes conditions, mais qu'il avait fait le tour. Finalement, est-ce que LeBron pourrait se faire encore un kiff avec un nouveau titre, un 3e titre, ce qui serait un troisième titre olympique? Ouais. C'est une grosse surprise. Pour moi, c'est pas tant une surprise que ça, parce qu'en fait, ça fait des années qu'il a dit qu'il voulait être avec Pop. C'est Pop qui sera là cet été. Donc non, ils ont toujours une superbe relation. Et je me rappelle d'interviews il y a quelques années où il laissait planer le doute et il disait peut-être en 2020 je serai à Tokyo. Donc moi, ça me surprend pas. Moi, ça me surprend énormément parce qu'en 2016, il est pas là. Et donc, c'est rare quand même de voir un mec ne pas faire une Olympiade, avoir 35 piges et faire celle d'après dans tous les sports. Ouais, mais LeBron fait ce qu'il veut, mec. Ah ça, mais de toute façon, si LeBron il a envie de venir, évidemment qu'il sera accueilli à bras ouverts. Si KD il vient avec sa jambe en moins, il viendra aussi. Non, l'équipe potentielle de toute manière pour laver l'affront de la Coupe du Monde, elle va. Le but, c'est qu'il y ait une superbe équipe, l'une des toutes les meilleures équipes de l'histoire de Team USA. Direct avec le fiasco, bien sûr que oui. Avec le fiasco des championnats du monde de la saison de l'année dernière. Steph Curry l'a déjà dit, il voulait faire partie. Alors on verra quand est-ce qu'il reviendra. D'ailleurs, je pense que s'il revient, c'est dans l'optique de ces JO. Mais t'imagines les Westbrook, les Klay Thompson, la liste, elle est complètement folle. Elle est complètement folle. Donc, mec, ce serait n'importe quoi. Donc moi j'aimerais bien que LeBron le fasse. Moi aussi. Tant qu'à faire, ayons les 12 meilleurs joueurs possibles de Team USA. Après, à Evan de les taper en quart de finale des JO. Hein. Et puis on sait très bien que la pire des Team USA, c'est la Team USA qui a perdu la compétition d'avant. Ouais. Quand ils se mettent en mode redemption là. Ouais, enfin ils ont mis du temps. 2002, 2004. Ouais, quand ils s'y remettent. 2006. Ouais. Ils ont mis du temps. Après ils ont envoyé des équipes en carton-pâte encore. Everson et Team Duncan. Oui, mais bon. Ah bah. Ils ont pas kiffé l'attaque de zone et Team Duncan on lui sifflait des fautes beaucoup trop rapides. Et des marchés. Ouais. Carlos Boozer aussi. Ouais. Entre autres. On a fait le tour, messieurs, des news. Ça tombe bien, c'est le moment de se faire un petit peu d'oseille avec nos amis de Paris Sport. Hier soir, on vous a posé une question de savoir quelle allait être la meilleure attaque de la nuit, quelle est l'équipe qui allait mettre le plus de points. Alors, ce n'est pas les New York Knicks que mon frère a vu jouer hier soir au Madison Square Garden. Ah bon? Ouais. Ton vrai frère? Ouais, mon vrai frère, Yannick. Il est à New York. Il était à New York. Il est allé voir les Knicks et ce matin, il m'a envoyé
il m'a envoyé un message, il m'a dit, son bidon Phoenix, le grand rouquin des Wizards les a fournis, leur a fait l'amour. Il parlait évidemment de Davis. De qui il parle? Donc mon frère n'est pas du tout basket. Donc On sait qu'il parlait de Thomas Bryant. Ouais, mais son message m'a beaucoup fait rire ce matin. Ils sont bidon Phoenix, le grand rouquin leur a fait l'amour. Voilà. Bravo. En parlant de Bertens, qui est un excellent joueur. Ah, tout à fait. En tout cas, pour revenir sur nos paris, donc la question hier, tu as raison, c'était quelle équipe va marquer le plus de points dans cette nuit NBA? Eh bien, c'est les Dallas Mavericks avec le retour de Luka Doncic au sein de cette équipe-là. Donc Dallas, vous étiez plusieurs à l'avoir dit, tirage au sort, Teddy Marseillais. Un de tes copains. Bravo, tu as gagné. On va t'envoyer un petit message et tu pourras récupérer ton lot auprès de Parion Sport. Et Alexio Lino 06. Donc, bravo à vous. Vous avez trouvé les Dallas Mavericks. 2 matchs ce soir, Thomas. Tout à fait, 2 matchs. 2 bons matchs. Hein. Deux bons Avant donc le All-Star Weekend. Voilà, pendant 5 jours, il n'y aura pas de match. Donc, il y a un bon Boston, Los Angeles Clippers. Pas mal. Et un New Orleans Pelicans. OKC Thunder. Donc, Zion. On vous a proposé 2 paris. Voici le mien. J'ai parié sur une perf individuelle dans la première affiche. Donc, je pense que Paul George, après son non-match kata contre Philadelphie, va se réveiller et va donc marquer plus de 20 points. 1,70 pour lui. Les Pelicans à domicile, j'ai envie de la jouer à domicile. 3 victoires d'affilée alors que le Thunder a perdu 2 matchs d'affilée. 1,80, ça donne une cote de 3,06. Voilà, je le sens bien en tout cas, donc je vous conseille de me suivre. Très bien, moi je vais pas trop te suivre pour le coup. En tout cas, sur la première affiche, je vois Boston à domicile, les Clippers. Pour moi, est une meilleure équipe intrinsèque, mais les Clippers sont capables de prendre des volets, de laisser passer des matchs. Et en ce moment, ils sont pas dans une grande période, même s'ils restent bien placés. J'ai du mal à les sentir. Donc, Boston est beaucoup plus sérieux en ce moment, à mon goût. Donc, je vois une victoire des Celtics à domicile avec donc une cote d'1,90. Et puis, on va en parler tout à l'heure dans le débat. Je vois une Zion Williamson à plus de 19 points. Il est très fort en ce moment. Il reste sur une perf incroyable à 31 points. J'en dis pas plus parce qu'on va en parler tout à l'heure dans le débat. Mais puis, de manière générale, les Pelicans, quand on prend joueur par joueur, c'est une équipe qui a de la gueule. Tout à fait. Voilà, tout ça pour une cote finale de 3,23. Et pour finir tout ça, il y a quand même une petite cote boostée, hein, n'hésitez Toujours. pas à y aller. Celle-là, elle passe pratiquement à chaque match. C'est Kawhi Leonard à 24 points, à plus de 24 points, donc 25 points au plus. Eh bien, notre ami Kawhi Leonard passe de 1,65 à 2 pour vous, mes amis. N'hésitez pas à nous suivre, 10 balles, 20 balles, ça régale. N'oubliez pas aussi que si vous avez au moins 1 euro sur votre compte Parion Sport, vous pouvez regarder les matchs en direct. Rien que ça. Sur le site, ou sur Super. l'application. Parfait. On parlait de Zion, c'est le moment, on y va. Les grands débuts ont eu lieu de Zion Williamson, ça fait maintenant 3 semaines. Eh ben, c'est le moment de faire un premier bilan. Est-ce qu'on est content et rassuré surtout des débuts de Zion Williamson? C'est le débat. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. C'était le 23 janvier dernier, les grands débuts de Zion Williamson en NBA. C'était face aux San Antonio Spurs, une défaite, mais une prestation assez monstrueuse. Et depuis, Zion, les gars, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on est rassuré alors dans le jeu et surtout physiquement? Est-ce que quand on voit jouer Zion, ça fait 9 matchs, est-ce qu'on est déjà rassuré physiquement sur ses débuts NBA? Ouais, moi je suis plutôt rassuré. Après, on voit qu'il prend pas non plus énormément de risques sur toutes ses prises d'appui, même quand il va au alley-oop, il descend pas énormément bas sur ses appuis, sur ses genoux. Donc bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On voit qu'il va avec de la retenue. Je trouve aussi que le staff des Pelicans le gère plutôt bien. On voit qu'il y a certains matchs où il le met sur le côté, il gère bien ses minutes. Moi, j'avais un petit peu de doute par rapport à ça parce que les années précédentes avec Anthony Davis, il était très souvent blessé, etc. Donc pour l'instant, ouais, moi, pas mal. Moi, d'un point de vue physique, je suis pas rassuré. Dans le sens, 9 matchs, c'est tellement rien. Souvenez-vous de la saison où Kawhi joue 9 matchs, là, il a pas joué de la saison. Donc moi, je serais rassuré quand il aura fait, je sais pas, 1, 2, 3 mois, là, s'il ne se reblesse pas jusqu'à l'été prochain, là, je pourrais dire que je suis rassuré. J'ai tellement de peur de pas voir ce mec exploiter son potentiel que je ne veux même pas me dire tu vas me mettre dans la tête, c'est bon, là, il est à 100%. Donc là, aujourd'hui, ça va, il joue, il a pas l'air gêné, même si au début, sur sa course, on pouvait se poser la question. Là, ça a l'air d'aller à peu près. Donc voilà, pour dire rassuré, en tout cas, sur son côté physique, j'attendrai qu'il enchaîne des matchs sur des mois. Ouais, moi, je te rejoins assez là-dessus. C'est vrai que dans ses courses, on a l'impression que par moments, il hésite encore. Il a pas complètement lâché totalement le frein à main. On sent que puis sa manière de courir, on retrouve pas les grandes courses quand on le voyait, par exemple, quand on l'a découvert en high school notamment. Ah oui, voilà. On le voyait faire des grands sprints et tout. On retrouve pas encore complètement un Zion libéré, mais malgré tout, je trouve que il est bien géré déjà physiquement et que quand il est capable sur des séquences d'imposer son physique et en ça c'est rassurant. 9 matchs joués, il y a eu un back-to-back simplement sur les 9 matchs joués, il l'a joué. Donc ça peut aller dans la case rassurant. Maintenant, j'aimerais qu'on aille sur son utilisation, son rôle. Il commence
starter en poste 4, aux côtés la plupart du temps de Favors. Il joue aussi poste 5. Des fois, il joue petit et ils mettent à côté de lui tous les petits. Et je trouve. John Moore. Et qu'est-ce qu'on pense alors sur l'utilisation, donc déjà, sur le starter sur un poste 4? Bah, c'est ce qu'on attendait. Moi, je n'attendais ni un poste 5, il est tout petit, le mec. On l'attendait poste 4. Mais on aurait pu avoir la mauvaise surprise de le voir en poste 3, tu sais, mais non. Ouais, aujourd'hui, voilà. ça se fait, Mais si ils avaient fait ça aurait été le non-sens. Il a jamais joué 3, le mec. Et puis t'as Brandon Ingram, surtout dans l'équipe. Bien sûr. Donc, poste 4, c'est normal. Sur son utilisation, en fait, il est peu utilisé par rapport à tout ce qu'il peut décanter. Aujourd'hui, il est clairement pas la première option. Alors oui, certes, il a plus de 20 points par match et ainsi de suite, mais les premières options, c'est soit Brandon Ingram, même si depuis que Zion est arrivé, on retrouve un Brandon Ingram un peu plus timide. Tu auras Jrue Holiday aussi qui va décanter les choses, ou Lonzo Ball qui est bon à la création pour les autres. Ouais. Donc il est clairement pas la première option. Mais du coup, ça fait peur pour la suite. Tu vois, le jour où c'est la première option, il peut faire un dégât incroyable. Ah non, c'est sûr. Après, c'est vrai que pour l'instant, il bénéficie effectivement du fait que à la création, ça soit Jrue Holiday et Lonzo Ball. Et pour lui, ça lui facilite, c'est du bonheur. Parce que les autres, ils sont bons sur les pick and roll, ils le trouvent dans les airs, ils le trouvent en finition. Et même quand il rate, c'est tellement un buffle qu'il reprend son rebond et qu'il remet juste derrière. Donc non, franchement, tout à fait d'accord avec toi. Alors, on va en parler. On va prendre ce tableau juste après. Mais d'abord, réponds à cette question, toi. Est-ce que tu en attendais autre chose de Zion Non, sur ses premiers pas? Sur ses débuts, je suis exactement dans ce que j'imaginais, c'est-à-dire que alors en plus là où je vois que c'est un joueur intelligent, c'est que sur son premier match face aux Spurs, il met dedans à Exter. Mais ça peut te griser. Alors il met dedans, c'est le premier match, il y a un peu d'euphorie, mais ça peut te griser. Et au final, quand on voit ce tableau-là derrière que tu veux prendre après Tom, c'est que finalement, moi je trouve qu'il va sur ses points forts. Et ses points forts, c'est être en mouvement. On le voit, vous parliez tout à l'heure des mecs en la création, quand il est très fort sur le mouvement pour se montrer dans le jeu sans ballon, pour aller finir, très agressif sur les rebonds offensifs, il amène énormément de deuxième possession et de paniers faciles. Et puis surtout, je trouve que quand il est défendu par un 5, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va le jouer au large. Il a un premier pas d'une vitesse. Beaucoup sur du face-up. Avec des marchés incroyables. Mais ça départ comme ça direct main gauche. Et il prend la balle vachement haut. Au poste bas, il est un petit peu plus haut. Il se laisse un ou deux dribbles et après. Tu vois, contre Portland, il commence avec Whiteside, il décide de mettre Whiteside sur lui et pas Melo. Bon, Melo, c'est pas le plus grand des défenseurs, mais en tout cas, et là, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de post-up, au début, il a un peu de mal parce que Whiteside est grand. Hop, il prend un peu, il le joue en face-up et sur le démarrage, il le baise. Qu'est-ce qu'ils font après les Blazers? Ils essaient de s'adapter. Il aura Trevor Ariza dessus. Qui se fait. Trevor Ariza, quoi. C'est vrai, exactement, c'est Trevor Ariza. Donc, certes, c'est un buff, mais en face, on a un vétéran qui, en plus, est un peu revanchard depuis qu'il a Portland. Il est plutôt bon, il a la niaque. Il l'a démoli. Il l'a démoli et ça me fait aussi penser avec PJ Tucker quand il envoie au mastic. PJ Tucker, quand même. Il le post-up contre Houston, il le détruit. Donc je trouve qu'il est très intelligent dans la lecture de ses match-ups. C'est-à-dire que t'es plus grand que moi, t'es moins rapide, ok, viens au large, je vais te jouer, parce qu'il est très rapide, même balle en main. Par contre, t'es plus petit que moi, même costaud, sur le post-up, personne ne peut m'arrêter, donc je vais poster. Et je trouve ça très intéressant, ces lectures-là. Et donc, ce qui me prouve qu'en plus d'être un buffle, c'est ce que je dis dans l'édito, c'est aussi un joueur intelligent. C'est un très bon basketteur, de toute manière, parce qu'il y a plein de trucs qui est très intéressant quand tu dissèques son jeu. C'est que, par exemple, hier, tu le vois être capable de remonter la balle, de voir un gars qui coupe, boum, lâcher une bonne passe pour un alley-oop. Donc, il est capable d'être bon passeur, on l'avait vu déjà à Duke. On peut aller un peu plus loin. Alors là, on voit les stats face à Portland, effectivement, 31 points où il a été magnifique dans une victoire. Quand tu dissèques son jeu, évidemment, tu as raison, il va sur ses points forts. Ses points forts, c'est quoi? Sa patate gauche, des angles qu'il arrive à trouver. Moi, ça m'impressionne énormément qu'il arrive toujours à se retourner. On parle souvent des gauchers tricheurs, c'est une réalité dans le sport. Tout le monde le sait ici, et si vous n'êtes pas au courant chez vous, c'est toujours très difficile. Va jouer au tennis contre un gaucher ou au judo contre un gaucher, ou à la boxe. Tout est inversé. Donc forcément, au basket, c'est pareil. Non, ça marche pas du tout. Et c'est vrai que Zion a ce truc de toujours aller trouver des petits décalages comme ça, de trouver des angles beaucoup à gauche forcément, ou sous le cercle, parce que ça, naturellement, il se projette vite vers le cercle. Quand je regarde les stats très avancés, je me rends compte qu'il dribble très peu, qu'il a très peu la balle dans les mains, c'est-à-dire qu'il est très efficace, c'est-à-dire tu lui fous la balle, boum, il va faire un dribble et il va te proposer quelque chose tout de suite, il va peut-être rater et tout ça, mais il va aller au cercle très rapidement, il force rien, et donc c'est un plaisir, tu le disais, Lonzo Ball sur tout ce qui est je suis un peu coupé, hop, il fait un petit spin move, alley-oop,
comme le fait très bien aussi LeBron avec Anthony Davis, eh bien lui, c'est des points faciles pour les Pelicans. Donc moi, je suis vraiment bluffé par son efficacité dans le jeu, en tout cas. Ouais, non, c'est sûr. Moi, je vais faire une comparaison un petit peu bizarre. Il me fait penser à Tyson dans l'impact du jeu. C'est-à-dire que Tyson, à l'époque, Mike, hein, évidemment. Mike Tyson, Oui. les gars, ils prenaient une patate, ils comprenaient tout de suite que ça allait être compliqué. Et ben là, c'est exactement la même chose. Il leur rentre une fois dans le lard, hop, après, c'est terminé. Il va au rebond facilement, il rejoue, et puis c'est un boulevard après pour aller au panier. Et la question qu'on se pose, c'est maintenant qu'est-ce qui va pouvoir être en mesure de lui répondre physiquement dans la ligue? Je pense personne. Mais oui, alors il est sur un poste 4, on voit les nouveaux postes 4, on voit les Giannis, LeBron quand il jouait 4 avec Cleveland et qui joue 4 encore des fois par séquence avec les Lakers, on Kawhi Leonard, là on a un profil de poste 4 complètement unique en NBA. Il a que 19 ans et comme tu le dis, il est capable déjà d'imposer physiquement. Il a que 19 ans. Souviens-toi l'année dernière, avant qu'il soit drafté, quand on se projetait, on disait Zion, quand il sera dans son début de carrière NBA, est-ce qu'il ne sera pas directement Le joueur le plus physique, donc le plus haut, le plus vite, le plus costaud, le plus dur? Et ben là, c'est la preuve, il y en a des mecs durs en NBA. Il y a des. Tu vois, quand on parle du match on parle du match de LeBron hier, mon gars, il fait des trucs, tu sais, physiquement, tu voles up, tu peux rien faire. Mais lui, il est directement top 5, top 3, si ce n'est premier, physiquement. Justement, quand on le compare à ces joueurs qui dominent la ligue, on l'a dit, donc Kawhi, LeBron, Giannis, si on les met en bune à bune, parce que moi, je veux qu'on aille maintenant sur ces axes de progression. Et déjà, tu vas aller. Parce que j'avais un truc à te poser. Vas-y alors. J'ai un truc à vous dire sur son aspect psychologique, son mental. Parce que le premier match, pour moi, il veut dire énormément de choses de ce mec-là. Contre les Spurs, c'est même pas une deuxième option, une troisième option. Il fait un match fantomatique. Il est là. Je sais pas, il ose pas, on lui donne peu la balle, tu sens qu'il a du mal à jouer, sachant on doit gérer ses minutes, et doit jouer, je sais plus combien c'était, 5 minutes par quart-temps. Donc il faisait le début du quart-temps, il sortait à 6 minutes, il s'asseyait, il était énervé, machin. Et à la fin du match, donc on est dans le 4e quart-temps, où il est encore, je sais pas, à 8 points ou un truc comme ça, il a ce moment tout à fait incroyable, hors du commun, que seuls les très grands ont, c'est-à-dire que pendant 2 minutes, il voit un gars qui va le remplacer, je sais plus qui c'était, qui allait rentrer, tu vois, tu sais, qui se met devant la... pour toi. Et tu sais que c'est pour toi, tu connais ça, tu reconnais le regard, tu fais ah, ok, et donc en général, on va pas se mentir, si t'as un ballon qui te revient et que c'est plutôt ouvert, fou, tu tires, il en met un. C'est la théorie Steph Brun, ça. Ah, ça, c'est la théorie. C'est qu'on va te sortir, gros. bah, prends le tir, hein. Prends le tir. Au pire, tu le mets et c'est bien. Au mieux, au pire, tu le rates. De toute façon, t'es prévu de sortir. C'est la théorie pour tout le monde. Ouais, ça m'est arrivé tellement, je fais ah, ok, j'ai sorti là, hop, tu peux me mettre un airball, hein, mais au moins, c'est ton problème. En tout cas, lui, il prend son premier tir, il met dedans, le jeu continue, deuxième tir. Alors, il est tout seul, hein, je sais pas pourquoi ils défendent comme ça, les Spurs, mais il met 4 tirs d'affilée et il met un end-one ou des lancers. Et donc, il met, je sais plus combien c'était, 17 points d'affilée. Enfin, d'ailleurs, il était à 4 points, ça veut dire. Il met 17 points d'affilée. Et tu dis, putain, mais attends, on vient de voir 3 minutes de basket complètement folle. Et j'ai aimé ce côté mental de dire, putain, je suis frustré, ça me saoule, plutôt que de péter les plombs. Je me libère, quoi. Ouais, plutôt que de baisser la tête et de sortir, et ben, j'ai un côté, voilà, mon talent éclate auprès de tout le monde. Et d'ailleurs, la stat qui est marrante, c'est que depuis, il a pris 6 tirs à 3 points, il en a marqué 0. Donc voilà. C'est intéressant de voir comme il s'intègre dans cette équipe. C'est jamais facile d'arriver mi-janvier dans une équipe où t'as Lonzo Ball, où t'as Jrue Holiday, un ancien All-Star, où t'as Brandon Ingram, qui est un néo All-Star, où t'as des Derek Favors qui sont quand même des pivots installés dans la ligue. Et lui, il arrive et finalement, il fait ses stats sans forcer. Comme on l'a dit, le bilan est plutôt bon avec 5 victoires pour 4 défaites. L'attaque, elle tourne plutôt pas mal à 115. Ils sont beaucoup plus forts en attaque, beaucoup plus forts en défense. La défense est beaucoup plus forte. Donc il y a, même s'il a pas beaucoup la balle, mine de rien, sans qu'il force, parce que ça a l'air d'être un très gentil garçon, eh ben, il y a un énorme effet Zion quand même sur cette équipe des Pelicans. Oui, hein, non, mais c'est... oui. Bien, Il a 19 ans. Alors, moi, si je résume un peu rapidement les points positifs, après on ira sur ses axes de progression. Il a 19 ans, il déboule en milieu de saison parce qu'il était blessé, il force pas les choses, et pourtant, il y a un effet archi positif sur une équipe avec des joueurs comme ça déjà installés, dont un mec qui sera All-Star Game cette année. Ouais, non, mais c'est vrai que t'as raison. Ah, bah, du coup, c'est frustrant pour les fans des Pelicans de pas l'avoir depuis le début de la saison, mais la réalité, et cette déclaration elle est super intéressante dans l'humilité qu'il a en tête, on va la prendre du coup, c'est je m'attends à avoir un impact, enfin je m'attendais en fait, mais pas autant que ça. Mes coéquipiers et mes coachs me poussent toujours à tenter des choses. Au final, je n'ai que 19 ans et une grosse marge de progression. Je ne suis pas parfait, je vais apprendre de mes erreurs. J'ai un style de jeu assez unique. Il a tout à fait raison. Toi aussi, tu as raison en disant que en fait, c'était une bonne petite équipe, mais qui n'a pas marché. Les 13 défaites du début, il y a eu beaucoup de contre-coups, alors qu'on les imaginait tous, au moins la lutte pendant un bout de temps dans la saison pour les playoffs. Mais tu te rends compte de l'impact des mecs. Tu mets un gars sur le terrain et ton équipe change. Ouais, c'est ce que je veux dire. Il fait partie de cette rampe de mecs
il a que 19 ans, et quand il est sur le terrain, tu regardes un match, quand il est sur le terrain et quand il est pas sur le terrain, c'est plus le même match. Il y en a, il y en a dans NBA, les Doncic, les machins. Il y en a, bien sûr. Et tout. Mais lui, il appartient à cette caste-là. Alors ça, je dis pas qu'il est aussi fort que Giannis aujourd'hui, mais je dis qu'un mec de 19 ans, quand tu le mets dans un match NBA, il est sur le terrain, mais tu fais, ah ouais, il se passe des choses. Tu le mets plus sur le terrain, il se passe moins de choses. Voilà, le constat est ça. Et ça, ça veut dire que le meilleur, vraiment, reste à venir chez notre ami. Justement, le meilleur reste à venir sur vos axes de progression premiers chez notre ami. On va aller sur l'adresse, évidemment. Un petit peu plus d'adresse, notamment à 3 points. Voilà, qu'il soit vraiment respecté par les défenseurs. C'est un gars qui est adroit. Il est pas, c'est un gars qui est capable de mettre des tirs à 3 points. Il a dû toucher. À Duke et même au lycée, il en mettait. Donc bien évidemment l'adresse. Après un petit peu plus en défense, mais bon, ça va aller aussi de pair avec son physique. Donc voilà, il faut qu'il reprenne confiance sur ses cannes, etc. Et puis ça sera déjà pas mal. Après, il pourra augmenter son temps de jeu. J'ai fait le calcul là pour son ratio. Si on le mettait à 36 minutes, il sera à 28 points. Je sais pas si on se rend compte. Donc, sachant que c'est absolument pas la première option. Donc voilà, un peu de défense, un petit peu d'adresse et ça sera déjà pas mal. Évidemment que l'adresse, on n'a pas besoin d'être un magicien ou un expert pour voir que. Ouais, mais son but. Au-delà de l'adresse, allons plus loin un petit peu. Est-ce que sur regarde ça, elle est incroyable. Ouais, mais ça, pour moi, c'est signe d'un mec qui va absolument pour se mettre en confiance. Absolument. T'es numéro 1, il y a des énormes attentes, tu vas pas t'inventer une vie. Et Dieu sait qu'en NBA, il y en a qui s'inventent des vies. Lui, au moins, on voit un mec qui aide son équipe, voilà, et qui va là où il est très fort. Est-ce qu'on peut le voir? Je trouve que balle en main, même ça, on en parle pas assez, il est très vite balle en main. Il a un petit cross. Alors, il va pas en faire 40, mais sur 3-4 dribbles, il peut faire des différences. Est-ce qu'on peut le voir développer un pull-up? Est-ce qu'on peut le voir ce genre de choses-là? Je pense pas. En tout cas, à l'heure actuelle, je te dis pas dans 5 ans, à l'heure actuelle, je pense vraiment pas que c'est ce qu'il faut qu'il développe. Moi, les points forts qu'il a, c'est donc d'être fort sur le tir drop et ainsi de suite. On pourrait voir une progression dans le volume de jeu. Ce qu'on a aimé dans l'évolution de Luka Doncic, c'est que l'année dernière, c'était un super joueur à 20 points qui jouait, je sais pas si c'est une connerie, un ballon sur 2. Cette année, c'est un MVP qui joue 8 ballons sur 10 et qui a toujours autant de justesse dans le jeu. Donc, le truc pour lui, dans sa progression, quand on met les trucs techniques de côté, donc voilà, le tir à 3 points sur 2 trucs, c'est que dans le volume de jeu, il va falloir qu'il se transforme à terme, dès l'année prochaine, en fait, en première option. La première option, c'est donc être à la création pour les autres, être à la création sur soi, il y aura des prises à 2, il y aura une défense qui sera encore meilleure, comment va-t-il répondre à tout ça? Elle est là, la progression, parce que le talent de base, il l'a de toute manière. Tu l'as dit, hein, on l'a dit, les angles, les petits tirs drop, pourquoi pas. Moi, les pull-ups, aujourd'hui, ça, ce sera quand il voudra être champion. C'est pas ça le truc aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est d'être dans une bonne équipe, d'aller en playoff. Dans ces axes de progression, il y a toujours court, moyen et long terme. Tout à fait. Mais si un jour il a un pull-up jumper, bon courage pour les autres. Mais bon, ce serait un peu improbable. Oui, non, mais après, comme Ben Simmons, ce serait un peu improbable. Oui, non, mais surtout que moi, ce qui m'impressionne énormément chez lui, c'est la présence au rebond qu'il a, offensif notamment. Parce que bon, défensif, il sent bien le coup, tu veux dire? Ouais, mais puis il va les chercher. Il va les chercher. Les rebonds, il est là. Des fois, il est battu, il est loin. Et il va les chercher. Il a la force. En fait, c'est un vrai bagarreur. C'est pas juste un mec qui saute haut, plus haut que tout le monde, qui va les prendre. Il aime la chicotte au rebond. Et ça, il cause énormément de problèmes avec des mecs qui sont plus âgés que lui, qui sont aussi des gros rebondeurs. Je vois Whiteside, il l'a fait échapper. Parce que. Vous pensez à Barclay, c'est un peu cet aspect-là, donc. Tout à fait, exactement. Il a ce côté un petit peu Barclay. Il y a un axe quand même dont il faut qu'on parle de progression, c'est défensivement. Aujourd'hui, moi, quand je me projette et que je le vois, me dire, vas-y, je prends Kawhi en bunyabune, je prends Giannis sur en bunyabune, parce que Giannis n'a que 24 ans, donc imaginons dans 5, 6 ans, 7 ans, une finale NBA entre les deux. Un bon tricheur, l'autre. Il n'est pas gaucher, mais. C'est ça. Mais c'est tellement un morphotype unique que, est-ce que défensivement, il va falloir aussi qu'il s'ajuste par rapport à ces mecs-là qui aujourd'hui dominent la ligue? Non, je pense qu'il. On n'est pas inquiet là-dessus. Moi, c'est le seul. Je suis pas super inquiet. Si j'ai une inquiétude et la plus grosse que j'ai, c'est là-dessus. C'est défensivement. En fait, c'est hyper corrélé. C'est hyper corrélé à son physique. Quand il sera vraiment en canne, quand il pourra vraiment être bas sur ses appuis, là, on pourra voir ce qu'il donne sur ces gars-là. S'il est capable de faire les aides défensives, s'il est capable de les tenir, pas partir sur les feintes. Mais honnêtement, vu son sérieux, vu son implication, c'est un gars qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Il fait pas de déclaration kata. Il m'a l'air plutôt bien. Je suis sûr qu'il sera concerné et qu'il pourra être un très bon défenseur. Ouais, je pense aussi à la March Madness, à Duke et tout. C'est eux qui avaient sorti Taco Fall, donc un mec de 2,30 en face. Et donc lui, il avait souffert un peu. Hein. Il avait souffert, mais il avait fait zone, mais surtout, moi j'avais trouvé qu'il avait été très intelligent. Donc c'est un gars qui, dans le deuxième rideau, vu ses qualités physiques et son intelligence de jeu, pourra peser, c'est-à-dire qu'il va contrer au-delà du simple contre de joueurs, tu vois, s'il y a des alley-oops, il peut les sentir, dévier des passes, être rapide de pied et tout. Alors oui, effectivement,
comment va-t-il se comporter en bugne à bugne face aux autres meilleurs joueurs de la ligue? Quand ils vont faire ISO. J'en ai aucune idée, gros. Et là, Mais il a 19 ans, j'ai pas envie de me projeter là-dessus. Il y a trop de trucs avant. Tu vois, c'est pour ça que tu vois, quand on a ces débats sur Ben Simmons et tout, c'est que quand t'es déjà dans l'optique de gagner le titre, il faut que tu fasses en sorte de gagner le titre. Et donc, ton tir à 3 points, c'est une catastrophe si tu veux gagner le titre, par exemple, pour Ben Simmons. Mais si tu es une petite équipe de la conférence Ouest avec, à terme, jouer les playoffs dans 1 ou 2 ans, j'en suis pas encore là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, j'entends. Tu comprends? On verra. Est-ce que Kawhi le démontrait en 1 contre 1? Sûrement. Et qu'il démonte tout le monde en même temps. Tu vois? Donc, Non, mais c'est intéressant de voir un petit peu. On voit que c'est sur les derniers champions NBA, défensivement, comment l'aspect défensif rentre en compte. Maintenant, moi là où ça me rassure avec lui, c'est que c'est un mec quelque part. On l'avait vu à la March Madness avec Duke et je le vois sur ses débuts de carrière NBA. Déjà, faire ce qu'il maîtrise, marquer des points sur ses points forts, c'est déjà une forme d'intelligence. Et c'est des mecs qui savent déjà faire ce qu'il faut pour gagner des matchs. Donc gagner des matchs et ensuite gagner forcément des titres à terme. Et c'est en ça que je me dis que c'est un mec qui a envie de gagner, ça sent qu'il a ça en lui. Tu le disais, ce premier match face aux Spurs où il passe complètement au travers, et moi il dit non, je veux. Il a même s'il fait un peu timide, il a déjà cet œil du tigre pour gagner. Et forcément, s'il veut gagner, à un moment donné, il va falloir que défensivement, il évolue. Pour moi, la dernière question qu'on doit se poser aujourd'hui, quand on pense à l'évolution, et vous allez y répondre, c'est quel est pour vous son avenir dans le jeu? Est-ce que ça va être un Draymond Green, c'est-à-dire un gars qui va pouvoir jouer 5 au PJ Tucker aujourd'hui, jouer 5 dans des tout petits 5, ou être un vrai poste 4, et il est condamné, entre guillemets condamné, à jouer avec un grand dominant fort au contre à côté de lui? C'est quoi son évolution par rapport à tout ça? Moi, ça va dépendre de l'entourage qu'il a. Quand je vois qu'il a un Brandon Ingram aujourd'hui autour de lui, je me projette en disant qu'il va rester un petit peu aux Pelicans. Donc, faut voir qui il a autour de lui. En tout cas, avec ce mec-là. Oui, mais si t'es coach, c'est pas, là, tu me dis, bon, il a qui? On voit en fonction de, je te parle de si t'as le choix de mettre un mec à côté. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse les deux. Il faut qu'il joue 4 pour mettre énormément de rythme. Et tu peux jouer. Et là, franchement, jouer petit, entre guillemets, avec un mec comme ça, c'est le meilleur des compromis. Regarde ce que faisaient les Warriors avec Draymond Green, par exemple. Non, mais est-ce qu'il en serait capable? J'entends, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que c'est ça son avenir? Moi, il est très fort balle en main pour remonter la balle, déjà lui aussi faire des coast-to-coast. Il est bon passeur, moins bon passeur que Draymond Green, mais il sent des choses. Moi, je pense qu'il faut le mettre au centre des choses et poser des problèmes en le mettant un coup 4, un coup 5 et s'adapter au match-up qu'il a, parce que on l'a déjà vu que lui, il arrive tout le temps à s'adapter au match-up. T'es plus grand, je te joue au large, t'es plus petit, je te poste. Donc voilà, pour moi, sur cette alternance 4-5, c'est son avenir réel. J'ai du mal mais ça reste un vrai poste 4. Voilà. C'est quoi, toi? Je suis assez d'accord, poste 4. Après, j'ai peut-être un petit peu plus de doutes sur le fait que ça soit un superbe créateur. Peut-être le mettre, tu vois, avec le fait qu'il y ait Ingram et qu'il y ait les deux forts arrières avec lui, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, je pense pas qu'il sera aussi fort, il aura autant de volume dans la vision de jeu qu'un Draymond Green. Je pense que, bon, après, pour Draymond Green, c'est peut-être un exemple. Il joue avec les deux meilleurs shooters de l'histoire et KD Durant. Les 3 meilleurs shooters de l'histoire, presque. Ouais, non, c'est toujours pareil. Même moi, je peux faire des stats avec ces mecs-là. Donc, bon, on verra, mais bon, poste 4. Bien sûr. Et voilà, vous pensez qu'à la création, vous, vraiment, c'est. Si, moi, je pense qu'il a un potentiel. Il a un vrai bon handle. Et puis surtout, il a un premier pas incroyable. Il va à 200 à l'heure. Ouais, mais de là à lui donner tous les ballons, je suis pas sûr. De toute façon, c'est ça la NBA. Après, l'avantage, c'est que quand je suis pas sûr. Là, le but, quand même, c'est de partir avec cette équipe-là, donc de Favors en poste 5, lui en 4. Et donc, Brandon Ingram, à voir comment il se comporte, parce que lui, son but, c'est d'avoir un contrat max, d'être une superstar, et ainsi de suite. Là, il se fait déjà quelque part voler la vedette. Donc, est-ce qu'ils vont grandir ensemble et devenir une super équipe, ou est-ce que l'autre, il y en a un des deux qui y aura une guerre d'ego? Au bout d'un moment, les gars, regardons les équipes qui fonctionnent. Aux Clippers, t'as pas c'est une bonne question. Mais gros, et Kawhi Leonard. Oui, mais ils l'ont choisi, ils sont beaucoup plus vieux. Ils sont plus vieux. Oui, mais ils sont plus vieux, mais t'as le droit, justement, de regarder les anciens et se dire, ah ouais, d'accord, on a le droit de gagner du temps. Oui, mais là, tu demandes toujours aux gens d'être super intelligents. Moi, je dis que les gens sont pas super intelligents, gros. Les gens sont cons parfois. Malheureusement. Ce sera pas la première fois. Ouais, c'est clair. Et avoir les Lonzo, les Drew Holiday, qui sont là pour des années, c'est une super équipe sur le papier. Voilà, peut-être qu'il faudrait un jour changer de coach. Enfin, il y a plein de questions, en tout cas, qui seront en suspens pour l'année prochaine. Bon, très bien. En tout cas, c'est pas en 9 matchs qu'on va répondre à tout. On espère, en tout cas, vous avoir donné quelques premiers indices sur le début de carrière de Zion Williamson. Et surtout, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à nous donner vos impressions dans les commentaires sur le début de Zion Williamson, vos inquiétudes ou pas, d'ailleurs, autour de ce joueur. Et comme d'habitude, on prendra un plaisir à vous répondre. Zion Williamson n'est pas encore dans la course pour être champion NBA. Par contre, il y en a qui sont champions NBA et qui marchent très bien cette saison. On les attendait presque pas. C'est les Toronto Raptors et c'est le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang!
15 victoires de suite avant de perdre hier soir, mais bon, presque de manière anecdotique, avec un triple-double quand même de Kyle Lowry. On va revenir sur la saison de notre ami au gros fessier. 15 victoires de suite, il y a un bilan cette saison incroyable, 40 victoires, 15 défaites, 12e meilleure attaque de la Ligue, deuxième meilleure défense. La stat, elle régale en dessous. Donc 15 victoires de suite, c'est la série la plus longue du sport canadien. Voilà, j'ai le record omnisport au Canada, c'est un vrai régal là, trop bien. Bravo les gars, c'est la première fois qu'ils arrivent à 40 victoires en 54 matchs aussi dans leur histoire, donc ils sont en avance sur tous les temps qu'on puisse imaginer. L'année dernière, il y a 2 ans, quand ils ont fait leur bilan record all-time, moi c'est une équipe qui m'impressionne. On en a déjà beaucoup parlé avec Aaron, tu vas nous donner ton avis, mais moi je reste bluffé par cette saison de l'après, parce que on les avait mis 4e pour toi, Polo 4e aussi, moi 5e de la conférence S, donc on était sûr que c'était une équipe qui compterait, parce qu'on a vu qu'il y avait des bons joueurs et qu'on les imaginait pas s'effondrer. Mais là, non seulement ils s'effondrent pas, mais en plus tous les gars, alors sans dire qu'ils sont meilleurs. En tout cas, sur le bilan comptable, oui, ils sont meilleurs. Mais ils sont pas meilleurs. L'équipe de l'année dernière, enfin bref. Mais moi, je suis vraiment bluffé. Quand tu fais 15 victoires d'affilée, t'es plus dans la petite surprise de la saison. Quand t'es 2e de la conférence S, t'es plus... oui, ça se passe bien en ce moment. Oh, il est bon, Van Vliet. Tu sais, t'es sur une équipe sur laquelle il faut compter. Oui, Erwan. Vas-y, Arthur, tu peux prendre ce petit tableau. Ouais, on voit qu'ils ont un tout petit peu d'avance par rapport à l'année dernière, parce que ça se joue à une victoire. Tout à l'heure, vous disiez que vous les mettiez à peu près 4e ou 5e en début de saison. Moi, je les aurais mis un petit peu plus loin. Ouais, tu mettais qui avant, du coup Boston, Philly, plus haut, tu veux dire? Non, plus bas. Je les aurais mis plus bas, sans te dire qui exactement j'aurais mis devant, mais avec la perte. Ouais, 6e, 7e, quoi, tu sais, dans les derniers des playoffs à l'Est, quoique la conférence est un peu plus faible. Mais disons que, en fait, quand tu le prends d'une manière comptable, quand tu vois la perte de Kawhi, qui est MVP des finales et qui joue un niveau de jeu incroyable, tu te dis, voilà, l'équipe, elle va en pâtir. Et absolument pas. En fait, je trouve que surtout cette équipe, elle est très bien coachée. Absolument. Elle est très, très bien coachée. Et au-delà de l'émergence de Van Vliet et de Siakam, on voit que chacun est dans son rôle, chacun défend. Les joueurs, ils sont hyper réguliers et c'est ce qui fait la force de cette équipe. Quand c'est pas un joueur qui est sur le devant de la scène, ça va être un autre. Je pense à Ibaka qui cette nuit il doit mettre 27 ou 28 points. Voilà, le soir d'avant ça va être Van Vliet, le soir d'avant ça va être Siakam. Et puis Anunoby, il y a Chris Boucher qui est pas mal. Alors t'es en train de me baiser toutes mes billes. Attends, il y a un truc sur le tableau qui est intéressant du coup, parce que on va le reprendre s'il te plaît mon Polo. C'est du coup évidemment d'un point de vue comptable c'est à peu près pareil, mais c'était pour dire qu'ils étaient en avance, sachant que souvenez-vous à Noël Toronto est incroyable avec un Kawhi en puissance max. Donc l'année dernière, ils étaient 7e au rating offensif, là ils sont 12e. Donc il y a quoi 0,9 points de différence, c'est rien. Par contre en défense, ils ont progressé et ça reste une surprise et ils ont changer un peu leur jeu, c'est-à-dire que c'est une équipe collective avec un Kawhi Leonard omniprésent et là en fait ça vient d'absolument partout. C'est difficile de lire cette équipe, tant il y a des entrées différentes, des meneurs différents, un poste 4 dominant et des shooters. Je trouve que le départ de Kawhi Leonard a été géré d'une manière parfaite, que ça soit en nombre, c'est-à-dire que tu sais, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas trouver un joueur du talent ou qu'elle allait se rapprocher de Leonard. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis Anunoby qui était blessé lors des finales NBA. Ils l'ont mis à côté. Ils ont mis Hollis Jefferson, qui est un soldat poste 4 qu'on va envoyer au charbon et qui est bon en plus dans ce rôle-là, un 3-4. Voilà. Donc ils ont pris de la viande. Ils ont mis de la viande pour combler le départ de Kawhi Leonard parce qu'on savait avec Norman Powell aussi. Voilà, avec Norman Powell aussi. De plus, alors ils ont changé les formes de jeu pour que tout le monde soit impliqué. C'est ce que tu dis. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait en général, quand dans un match, ton meilleur joueur il n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait pour combler? On défend. Et ils sont 2e meilleure défense NBA. Et là, énorme crédit, effectivement, à Nick Nurse, parce que voilà, personne ne peut remplacer Kawhi Leonard aujourd'hui quand il quitte ton équipe. Par contre, avec un peu plus de nombre sur le poste, vraiment où on se passe un peu plus la balle en attaque et on défend le plomb et t'es quand même champion NBA en titre et t'as des joueurs de qualité, voilà, t'en arrives aujourd'hui à être une équipe outsider plus de la ligue. Incroyable tableau sur la défense, le mur du Nord parfait. Ils sont 2e donc dans tous les ratios défensifs qui comptent. Tout simplement, tu le dis, ils sont infranchissables parce qu'ils ont à la fois, tu vois, Marc Gasol fait une petite saison. Il est à 19 matchs ratés. Tu vois, c'est une toute petite saison. Donc, tu imagines avec un défenseur, certes, vieillissant et tout, mais très différent de tous les autres, le grand arbre, hyper intelligent défensivement, t'aurais pu imaginer qu'ils sont encore meilleurs, même si, parmi leurs très grandes forces, c'est leur extrême polyvalence. C'est ça.
extrême polyvalence. Quand tu parles des Chris Boucher, des machins, tu peux changer sur plein de trucs. Et même Van Vliet est alors sous-dimensionné, mais un défenseur de très bon niveau. Kyle Lowry, j'en parle pas. Allons sur ce backcourt là. Si tu veux. Tu veux le backcourt, ouais. Qui est quand même. D'ailleurs, moi, énorme mea culpa sur Kyle Lowry. J'étais très inquiet de me dire, il en a tellement chié pour être champion NBA. Les éliminations au premier tour, on se souvient quand il se fait contrer par Paul Pierce au match 7, sweepé derrière par Washington aussi, alors qu'ils ont l'avantage du terrain. Le Bronto. Le Bronto. Le Bron, les massacres. Il en a gros. tellement chié, on a tellement dit que c'était des craquettes NBA qui touchent en fin de grade. Je me dis, allez, connaissant un peu le joufflu, ça a l'air d'être un mec qui aime. Toi, voilà, je me dis, ça va être compliqué. Barbecue et Coca. Pas du tout. L'année dernière, il est All-Star. Alors moi, j'ai dit, je l'aurais pas mis All-Star. Il était à 14,5. Cette année, il est à 19 Il était à par match. 14 et 10 passes. Il est All-Star. Il n'y a aucun problème. Bravo, monsieur. Et c'est à souligner que le mec est champion NBA, il a encore les crocs, alors que ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue. Et quelque part, il montre l'exemple, et son duo avec Van Vliet, alors c'est des petits au gros fessiers, mais quelque part, on a des mecs qui se mettent le cul par terre, qui jouent juste, et qui emmènent tout le monde avec eux, et qui mettent dedans. Qui envoient de la filoche sur de la filoche. Hein. Ah non, C'est toujours bien de la filoche pour gagner des matchs de basket. Bah ouais, avec ce backcourt, ils sont adroits, ils ont pas peur, ils n'hésitent pas à enflammer les matchs. Et puis comme tu disais, hein, moi aussi j'avais un petit peu des doutes quant au fait qu'il allait être concerné cette saison après le titre. Hein. On parlait d'un transfert en début de saison. Ouais, on parlait d'un transfert. Vers Miami, on parlait de ça, ouais. Il y a ça plus. Oui, pardon, vas-y, continue. Ouais, et bah voilà, tu m'as. C'est pas grave, c'est pas Vas-y, grave. Non, parce qu'il y a un autre truc qui est fou dans cette affaire, c'est que normalement, quand tes meilleurs joueurs manquent une dizaine de matchs, bah forcément, les résultats baissent. Bah, Pascal Siakam a raté 11 matchs, Kyle Lowry 12 matchs, Van Vliet 10 matchs, Ibaka 11 matchs, enfin Gasol 19. Et Gasol 19. Alors, ouais, mais alors, justement, Norman Powell aussi en a manqué. Dans tout ce qu'on dit, ils se sont mis à défendre. Ils ont bien géré le départ de Kawhi en mettant du nombre et en défendant plus fort et en se partageant un peu plus la balle attaque. Et puis surtout, c'est encore là aussi la qualité des grandes équipes, bien pensées par Masai Ujiri, c'est qu'ils ont sorti des joueurs de nulle part. Eh oui. Et on pense forcément à Chris Boucher, à Terrence Davis, Van Vliet. à Van Vliet. On le savait déjà, déjà un petit peu, mais c'est vrai qu'un an avant, c'est un joueur qui sort de nulle part. Il y a le Matt Thomas, là, le blanc shooter qui sort dedans. Mais quand on voit Chris Boucher et Terrence Davis, ils sortent. La trouvaille Terrence Davis, c'est quand même assez incroyable. Donc, les cadres sont encore plus forts que là où on les attendait. On défend mieux, on a un super coach et en plus, il y a des joueurs de nulle part qui sortent. Tu sais, je pensais ils avaient pris un troisième mec et tout. Je me disais, mais de qui on parlait? On disait Norman Powell, OG Anunoby. Stanley Johnson. Bon, ben lui, par contre. Oui. On pouvait pas tous être au top. Hein. Non, mais franchement, bravo aux Raptors. Maintenant, quand on se projette vite fait, parce qu'effectivement, ils sont trop forts, ils sont deuxième, est-ce qu'ils passent aujourd'hui devant une équipe comme Philadelphie sur une série de playoffs? Bah, tu vois, moi, je les trouve très forts collectivement, mais tu vois, en playoff, je pense que s'ils veulent faire la différence, il va falloir qu'ils gagnent les matchs sur les 40 minutes. Parce que si ils arrivent en fin de match avec un match serré, je pense que ça va être compliqué. Parce que Siakam peuvent faire la différence. Ils peuvent faire la différence, mais tu sais que lorsque tu as envie d'aller au bout, tu as besoin d'un joueur du calibre de Kawhi, de KD, de LeBron. Et ils l'ont pas pour toi, ce joueur? Bah, ils ont notre ami camerounais, Siakam. Mais est-ce qu'il est capable de faire la différence sur des isolations, sur des 2-3 dernières minutes, à aller mettre les points, à être hyper fort sur la ligne? Il dira pas non. La seule chose que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, j'en suis pas sûr. J'ai pas les certitudes que j'avais avec les autres joueurs. Donc voilà. Mais par contre, ils sont capables de faire la différence sur 5 ou 6 matchs en gagnant les matchs sur les 40 minutes, sur les 48 minutes. Ta comparaison avec Philadelphie, elle est très bonne, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, Toronto a bien plus de certitude dans son vestiaire que... Je te parle des fins de match. Qu'ont les Sixers. Après, on sait que les playoffs, c'est une autre saison qui commence, mais avec l'avantage du terrain et quand même une saison régulière. Toi, ils ont des atouts, hein. Ouais, toi, tu parlais des Sixers. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ils marchent sur la conférence Est avec une autre équipe que sont les Bucks. Qui marchent sur la NBA, qui marchent sur la NBA. On pourrait clairement les retrouver en une finale de conf entre les Raptors. Ah ouais? On pourrait. Oui, bien sûr. De toute façon, ils sont 1 et 2. Oui, on pourrait. Mais aujourd'hui, moi, je mettrais presque les Raptors à l'heure actuelle. Je mettrais presque les Raptors en finale de conférence face aux Bucks. Maintenant, dans le bugne-à-bugne avec les Bucks aussi, on s'est posé la question avec les Sixers, avec les Bucks. Est-ce qu'ils ont des armes pour pouvoir faire bégayer ces Bucks? Oui, ils peuvent. Hein. Bon, ils sont grands, ils défendent. Hein. Ils ont de la viande à envoyer sur Kawhi. C'est important. C'est important de pouvoir ben oui. C'est important. Et puis surtout, ils ont
ils sont champions en titre. On l'a quasiment pas dit dans ce débat. Non, Non, mais est-ce que C'est ça les change- champions en titre. Ouais. Ouais, mais ça, oui, ça change d'être champion. Non, ils ont la confiance Je sais du pas, moi, champion. Thomas, ça change d'être champion. Moi, Roditi, il a dit une fois, c'était pour rigoler. Est-ce que ça compte vraiment? Il a dit une fois pour rigoler, il avait pas l'air de rigoler quand il a dit. Il soulevait un deuxième trophée. Oui, donc mais je sais, non, mais je te dis, je suis d'accord, mais il le dit une fois qu'il a gagné. Non, mais je dis pas que ça compte pas. mais Et- l'expérience, Oui, 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 l'expérience de gagner un titre quand même, c'est pas. Je c'est minimise c'est pas, je dis qu'à un moment donné, s'il y a une pièce en l'air, je me dis, pas parce qu'ils sont champions qu'ils passeront vis-à-vis d'une équipe. Ouais, mais on mérité, sait quoi. que les Bucks, mine de rien, ok, ils survolent cette saison régulière. Mais les Bucks, on se rappelle qu'en playoff, ça chie dans son froc. On se souvient qu'ils perdent 4 matchs d'affilée la saison dernière. Il y a ce traumatisme-là. Et en plus, les 4 matchs d'affilée, ils les perdent contre Tonton, Ouais, contre les Raptors. Avec Kawhi, hein. Avec, mais ouais, mais. Et donc, vite fait, là, c'est pour clôturer ce petit focus qui en fait est un débat. C'est un débat. simplement. Mais quelle est l'équipe la plus forte entre les Raptors 2018-2019 et les Raptors 2019-2020? En saison régulière, Non, tout Non, court, bah, série bon. playoff. Moi, saison régulière, ça compte pas. il y a une équipe qui est championne NBA, donc forcément. Non, mais attends, Bah, ils sont champions de NBA. Oui, je sais, mais. Oui, je sais, mais Tu bon, veux que l'exercice n'est même pas fini. Non, mais là, t'es en train de me dire qu'ils peuvent peut-être taper les Bucks. Donc, s'ils peuvent taper les Bucks, ils sont au niveau l'année J'ai dernière. posé la question. J'ai quelques doutes parce que les Bucks, je les trouve très costauds. Mais en tout cas, voilà, on est très surpris. Moi, je veux finir avec. Je pense pas qu'ils soient capables de retourner en finale NBA. En tout cas, c'est une équipe surprise et qui finalement, ils se sont donné les moyens de se dire aujourd'hui, on n'a rien à perdre. On y croit. On est une équipe sérieuse, on jouera tous les matchs, on voudra taper tout le monde. Quoi qu'il arrive, on est déjà champion, personne ne nous l'enlèvera. Et c'est peut-être la pire équipe à jouer parce que eux, les Sixers, on sait que s'ils perdent en demi-finale de conf, ils vont avoir le couteau entre les dents, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, s'ils perdent, ça peut exploser et tout. Eux, ils ont pas ça à Toronto. Hein. Eux, Toronto, c'est tout bénef. Ils sont champions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils ont Et jouer moins une de équipe pression. comme ça, qui a beaucoup moins de pression que les autres, c'est quand même aussi un énorme avantage. Dernière question, Nick Nurse, coach de l'année? Bah là, il est au All-Star Game. Pour moi, pour l'instant, ils sont 3. À partir du moment où tu dis que Bud l'aura peut-être pas parce qu'il a déjà eu, pour moi, c'est Frank Vogel, Nick Nurse et Spoelstra. À choisir, ils sont sur la même ligne aujourd'hui. Ouais, je dirais. À voir ce qui se passe. Moi, sur je mets ce Nick match. Nurse devant Nick Vogel Nurse, quand même. Nick Nurse devant Vogel aussi, ouais. Je sais pas, il y a une équipe qui est pas en playoff l'année dernière. Ouais, mais Il bon, va c'est finir pas le pour même la contexte. conférence Ouest. C'est pas le même Je sais, contexte. je sais, C'est pas le même contexte. Frérot, Ah, gros, tu récupères LeBron toute la saison et tu Davis, récupères Anthony Davis. ouais. Ouais, mais d'accord, mais bravo à lui, hein. Steve Nash, il a été élu MVP justement pour cette raison-là. Donc, moi, enfin, Ok. c'est un argument, je pense qu'il le sera. Et parce que c'est important que les Lakers soient mis en avant. Très bien. Dites-nous si Toronto vous enthousiasme comme nous et si Nick Nurse sera peut-être coach de l'année. En attendant, il y a d'autres réponses à amener parce que c'est l'heure du quiz. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, Bonjour à tous, c'est l'heure du quiz. Pendant qu'ils font des choses obscènes à côté de moi. On se retrouve avec les 3 BG, hein. Moi, Thomas et Arthur. Et les gars, Espèce d'ingrat. aujourd'hui, j'ai des énumérations, ok. J'ai un petit nouveau jeu. Quelle était leur dernière franchise? Ah. Ouais. Voilà, bien poussé, que Erwan m'avait dit de faire et qui est très bien. Et un dernier, qui suis-je? On va commencer, vu qu'on a Arthur, je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas les Cavs, l'effectif des Cavs, quand ils gagnent le titre En 2016, là en 2016 Parce que le camp, il peut pas marcher, Erwan. 2016. En 2016. Une question incroyable. Ouais, quand Donc les gars, Ah bah vas-y, écoute. je vous hein. laisse y aller. Tu peux Allez. commencer, Arthur. LeBron James. Oh Oui, bravo. À moi? Oui, on va faire comme ça. Kyrie Irving. Oui. Kevin Love. Oui, Tristan Thompson. bien sûr. J.R. Smith. Oh putain, je suis dans la merde. Putain, j'ai des mecs en tête, mais je crois pas qu'ils y étaient encore. Oh Richard Jefferson. Bien sûr. Mathieu Delaville. Oui, Non mais ça d'accord, mais en fait, il y en a un autre, j'ai peur. Ça d'accord, Moi, je évidemment. commence à être juste. En fait, ils sont en finale tout le temps. J'ai un truc, mais qui est un peu. Non, en fait, non. Moi j'en ai un encore, je crois là. Mais je crois que c'est un peu bancal. Mais si je dis Anderson Varejao, mais il est tradé dans la saison. Non. Non, il est Anderson. Il y est, allez, c'est bon. Il est tradé dans la saison. Bah, pour- il est à Golden State. Oui, mais d'ailleurs, il refuse sa bague. Parce qu'il a Golden State, mais il commence la saison On avec. parle de l'effectif de début de saison. Voilà. Ah Donc ça Donc c'est quand t'as D-Wade et tout, c'est le gars qui dit n'importe quoi. Allez, vas-y, à toi. Ah, c'est à toi, gros. c'est cette saison. Mais pourquoi la saison d'après. Mais non, La saison d'après. mais non, come on. Bon, je t'entends. Non, putain, il va aux Lakers en 2016, lui. Ah bah ça doit être bon alors. Mozgov. Bien sûr. Oui. Depuis tout à l'heure, j'avais un doute. Mo Williams. Ouh, Non. comment? Bien sûr. Mo Williams. Le Ah oui. numéro 52. Ah oui. Ah ouais, il revient. Bah oui. Wow. Attends, Mo Williams, il était en 2008, 2009 aussi. Il revient, gros. Deron Williams, c'est l'année d'avant, il est cata. Il en reste 3 évidents. Enfin, 3 évidents, c'est facile à dire, mais. Allez, Erwan, vas-y.
Jeff Green, c'est après. Allez, Allez, Attends. Vas-y, lâche un blast, gros. Fais-lui un décompte. Ah, je vais dire Kyle Korver. Non, après, Mais c'est après. pas Kyle Korver, c'est non. Ah, putain. Allez, J'en ai plus. Hein. Honnêtement, j'en ai. Là, le mot Williams, il m'a mis dans le dur. Hein. Tyronn Lue. Chirac ou Non, j'en ai pas. t'en as plus? Non, j'en ai pas. Bon, Arthur, il t'en reste un. Bon, t'as gagné, au pire, c'est pas grave. Non, j'ai pas. Vas-y. Et allez, dans ceux un peu connus encore, il y avait Channing Frye, Oh Joe Harris, Ouais. Ah ouais. Iman Shumpert. Ah ouais, de ouf. Oh là là Ça, Joe Harris, Joe Harris. fallait Ouais. creuser, hein, mais Iman Shumpert et... Euh, Ouais, On est enchaîne capable. sur une Vas-y. deuxième énumération. Allez, vas-y. Alors, c'est l'All-Star Game dans quelques jours. Ouais. Et je vais vous demander les joueurs qui ont eu leur première sélection à moins de 21 ans. Il y en a 9 dans l'histoire. dans l'histoire. Il y en a 9 avec un cette année. Allez, vas-y. C'est qui a perdu en premier? Erwan commence avec celui de cette Oh, année, le. c'est plutôt simple. Bah oui. Cette année, je l'ai même pas. Oh. Bah trouve dans... Luka Doncic. Bien sûr. Chien. Bah Kobe, forcément. Oui, c'est le plus jeune. LeBron. 20 ans, oui. LeBron, 20 ans. oui, 20 ans et 142 jours. Alors, Grant Hill, il a fait 3 ans de fac, donc c'est mort. Il n'y a que des légendes. hein. Iverson. Oui. C'est faux. Iverson, il devait avoir 21 ans. Oh merde. Ah, c'est même pas inclus, ah ouais, d'accord. Non. Aïe, 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 aïe. Putain, j'en avais un là, il m'est sorti de la tête, ce con. Oh là On là. va aller voir vieux alors. Carmelo Anthony, bien sûr. Non. Deuxième Non. saison. Non. Oh non. Il est né en février ou un truc comme ça, lui. Oh merde. Bon bah j'ai perdu alors. Oh putain, on est cata. Donc si je trouve, je gagne. Bien sûr. Oh la Shaq. vache. Le Shaq, oui. Ah, putain. Magic Johnson. Magic, Non. bien sûr. Larry Bird. Magic, Ouais. Kevin Garnett, Isaiah Thomas, Kyrie Irving, Anthony Davis. Et voilà. Bravo. Ah bravo. Tu nous Bravo, as bien eu. Turtur, hein. Ouais, tu nous as eu. Bravo. 2 pour Bravo, Turtur. toi. Oh là. Bravo, Il a Turtur. fait un AVC en direct. Bravo, On enchaîne avec le nouveau jeu. Quelle était leur dernière franchise? Allez, vas-y. On va commencer avec Gilbert Arenas. Memphis. Washington. Memphis. Ouais, bien vu. Grant Hill. Houston. Phoenix. Non, Les Clippers. Les Clippers, oui. Ah. Faut se mettre dans le truc, c'est trop bizarre. Jermaine O'Neal. Les Warriors. Oui, bien sûr, Oh. 2-1. Bien joué. Le Goaltending. Sean Marion. Dallas. Cavs. Les Cavs. Les Cavs. C'est qui l'a dit en premier? C'est moi, c'est moi. 2-2. Dallas. T-Mac. San Antonio. San Antonio. San Antonio. Ah. Ah, putain, ça va vite. Chauncey Billups. Clippers. New York. Denver. Il revient à Détroit. Il est à Détroit. Ouais. bien sûr. Chris Webber. Washington. Non. Orlando. De Philadelphie. Détroit. Oh merde. Toronto. Non. Une grande Ah, équipe. mais il revient aux Warriors. Bien sûr, aux Warriors. Hein? Ah oui, Je l'ai pas, je l'ai Oui. pas, je l'ai pas. Tout à fait. Il commence, il finit. Allez, encore 2. Dominique Wilkins. Atlanta. Spurs. Non, Non, Atlanta. Spurs. Atlanta, il finit Atlanta. Ah ouais. Ouais. Putain. Et Dennis Rodman. Lakers. Non. Dallas. Dallas. Oui, Dallas, bien sûr. Je crois qu'il y a égalité, malheureusement. Ouais, c'est pas grave. Hein. 0 points alors. Eh ben, C'est lourd ce jeu. c'est Ouais. fort. Ah, mais il faut s'y mettre. On va Hein. revenir plusieurs fois. Bon, allez, on finit avec le qui suis-je. Je naquis Oh le non. 28 octobre 1983. Tu vois là? J'ai donc 36 ans et je joue encore au basket, mais plus en NBA. En 2003-2004, avec ma fac, je vais en finale NCAA avec de gros stats. Je me présente, donc, Emeka Okafor. je Non. me présente donc à la draft 2005, Chris Ah, Liam. 2005. où je suis sélectionné en 22e position par les Nuggets. Mais je suis directement échangé du côté de Portland. Une première année sur le banc avec tout de même 20 minutes par match, 6,7 points, Jared Bayless. Non. 2,8 passes et 2,0 rebonds. Au final, je resterai 3 saisons avec les Trailblazers. Quoi? Mes stats sur ces 3 années sont 9 points, 4 passes et presque 3 rebonds. Des stats qui ne m'empêchent pas d'être tradé du côté d'Indiana en 2008. What? Un passage express d'une saison, 82 matchs et un rôle de starter dans l'équipe. Je gonfle mes stats à 13 points et 4 passes, mais toujours pas de playoff. Juillet 2009, je bouge encore. Cette fois du côté de Toronto. Une année et demie seulement, avant de partir du côté de New Orleans. À 27 ans, je joue pour la première fois les playoffs, un premier tour perdu contre les Lakers et un temps de jeu limité avec 18 minutes pour 6 points. Putain, un backup de Chris Paul? 2 saisons plus tard, je plie bagage, direction la baie d'Auckland, pour toujours être un joueur de banc. Je réalise d'ailleurs une prouesse, parce que j'inscris 30 points et 10 passes contre les Spurs, devenant le premier joueur de banc depuis Magic Johnson à enregistrer un double-double à 30 points. Putain, mais c'est qui ça? Fous ma gueule? Attends. Je prends un gros rôle durant la campagne de playoff 2013. Si les Warriors s'arrêtent en demi-finale de conf... Jared Jack! Jared Oh
mais on est nuls. Putain, Jared Il a Jack, venu largement patin. avant. 12 matchs, on en startant 4. Bah oui. Jared Jack on est à 4. Portland. Ouais, incroyable. Il finit l'année en étant sur le podium du meilleur 6e homme de Ça, l'année. je l'avais Ah ouais. pas du tout. Jared Jack à Portland, je Il l'ai était où à la tellement fac Il était où à pas. la fac La fac, c'est Georgia Tech. Georgia Tech, ouais, Oh la vache. Mais on doit l'avoir avant. New Orleans, c'est tout, bien sûr. Et voilà. Par contre, à Indiana, Ouais, Jared ces Jack. premières années, là, je les Ah avais ouais, pas moi, du tout. Portland, Là. Indiana, je l'ai tellement une pas. saison à 13 points Indiana, aucun souvenir. Bravo Tom. 2008-2009. Bravo à toi, Thomas. Ah bah, C'est bien, merci. Jared Jack. Bravo Thomas. Bravo. Bravo. Bravo les gars, c'était très cool hein, ce petit Ouais. retour. Ouais, ça fait du bien de retrouver le first des shows. Bravo mon Tom, c'était un bon quiz. Putain, Super. J'ai envie de jouer 2 heures. Faut qu'on se fasse spécial. une spéciale quiz un jour. Merci à tous de nous avoir suivis. On est très heureux d'avoir retrouvé le first des shows et l'équipe tout entière. On est tous les 4, mais on embrasse fort Polo en régie et on se retrouve dès jeudi prochain pour un nouveau first des shows. Ciao l'équipe.